Salut! À force de regarder des films, il y a forcément des genres qui me parlent plus que d'autres. Et même si je reste toujours ouvert à tous les types de films, je pense que vous avez remarqué que l'horreur est le style que je préfère. Mais en plus de m'avoir fait découvrir des œuvres incroyables, l'horreur m'a aussi introduit à un type de long métrage qui, aujourd'hui, est sans doute celui qui m'intrigue le plus, c'est-à-dire les anthologies. Une anthologie, ou film à sketch, c'est tout simplement un film qui réunit plusieurs petites histoires non connectées pour en faire un long métrage complet. Et même si cette manière de raconter des histoires peut s'appliquer à pas mal tous les genres, l'horreur est clairement le style qui favorise le plus la création de ces œuvres, dont les entrées les plus cultes sont justement des films d'épouvante. Cependant, s'aventurer dans ce genre de projet peut être très risqué pour les cinéastes, car si les anthologies sont connues pour quelque chose, c'est que la plupart du temps, le résultat est très inégal, dans le sens où le film peut avoir en même temps de très bons et de très mauvais segments. Et ça, c'est un gros problème, car plusieurs excellentes histoires peuvent être oubliées ou ignorées dans un film à segments inégaux. C'est donc pourquoi je vais vous faire un top de mes segments préférés de films à sketch, avec la première place qui sera mon segment préféré de tous les temps. Et petite précision avant de commencer, il y a encore beaucoup d'anthologies cultes que je n'ai pas encore vues, donc ceci est un concept que je vais sûrement refaire avec de nouveaux tops. Donc sans plus attendre, on commence avec... You simply weren't fit to be a mother, were you, Sarah? Whispers. Sorti en 1993, ce segment est le troisième et dernier présenté dans l'anthologie horrifique Necronomicon. Necronomicon, en plus d'avoir un de mes segments préférés, c'est juste un très bon film en général. Racontant des histoires basées sur des œuvres de H.P. Lovecraft, le long métrage a comme élément connecteur l'auteur lui-même joué par Jeffrey Combs. Et pour vrai, le résultat est très fun. J'adore l'ambiance de la première histoire, qui est une sorte de mélange étrange entre Pâques satanique et monstres marins. Le deuxième segment est aussi très cool, mettant en scène le GOAT David Warner dans un rôle de scientifique qui cherche l'immortalité par des moyens assez dérangeants. Mais tout cela, c'est très soft quand on compare l'histoire finale. Whispers, ça raconte l'histoire de deux policiers qui, après une course-poursuite, se ramassent inconscients dans une ruelle suite à un violent accident de voiture. À son réveil, la conductrice va non seulement constater la disparition de son partenaire, mais aussi faire la rencontre d'un duo étrange habitant un vieil immeuble qui insiste sur le fait que le policier s'est fait prendre par quelque chose qu'on appelle le boucher. Mais le vrai cauchemar commence quand la protagoniste explore le sous-sol du bâtiment. En effet, le sous-sol est en réalité un souterrain gigantesque qui, en plus d'être un endroit absolument cauchemardesque, cache des créatures horrifiques concevant les humains. Juste dit comme ça, l'histoire peut en effet paraître comme assez classique et déjà vue. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le réalisateur de ce segment est nul autre que Brian Usna. Et si vous ne savez pas qui est ce mec, voici une petite piqûre de rappel. Alors ouais, avec une personne comme ça derrière la caméra, il faut s'attendre à quelque chose d'extrêmement bizarre et dégueulasse. Et Whispers l'est à 100%. Déjà que le début est assez efficace dans son ambiance et son mystère, à la seconde où on atterrit dans le souterrain, le tout se transforme en compilation de monstres et l'idée extrêmement perturbante qui, à cause des effets pratiques bien réussis, laisse des visuels très marquants pour le spectateur. Sérieusement, quand ça commence, ça ne s'arrête jamais. Notre personnage est confronté à des situations plus affreuses les unes des autres. Les monstres ne vont pas hésiter à jouer avec sa psychologie pour encore plus la détruire mentalement. Et ça donne au court-métrage un aspect assez viscéral et déroutant. Le tout est dans une ambiance très lourde. Déjà, la photographie est géniale, j'adore l'utilisation des différentes couleurs, mais les décors sont aussi assez impressionnants. Que ce soit du labyrinthe oppressant au début ou le souterrain lui-même, dont chaque coin est répugnant, on voit parfaitement où le budget est passé, et c'est assez cool à voir. En plus des visuels et de l'ambiance, Whispers a comme qualité d'excellent acteur. Sidney Coleman nous transmet la terreur que vit son personnage avec une intensité folle et ça rajoute au sentiment de désespoir du segment. Je dois aussi mentionner Don Clara et Judith Drake dans les rôles du duo étrange du bâtiment. Ils sont tous les deux parfaitement creepy à leur manière et comme je l'ai dit, ça rend la première partie de l'histoire assez captivante et glauque. Et cette phrase résume assez bien ce qu'est Whispers. Là, c'est un cas particulier. Triple K Comeuppance, c'est en effet un de mes segments préférés d'anthologie de tous les temps. Et avant que je vous explique pourquoi, je voudrais préciser que tous les segments du film Tales from the Hood pourraient être dans cette liste. Tales from the Hood, c'est un chef-d'œuvre du cinéma d'anthologie. Je le mets au même niveau que Creepshow, c'est vraiment très bon. C'est l'exemple parfait d'un film qui balance efficacement les histoires et les messages. En effet, cette anthologie a la particularité d'avoir des histoires qui en même temps d'être effrayantes et drôles, sont remplies de messages concernant la société. Mais au lieu que ça soit lourd, le film reste très fun et ne laisse jamais les messages prendre le dessus sur le contenu horrifique. Et avant de me lancer dans le segment, je voudrais mentionner la narrative connectant les histoires, qui ici est carrée par la performance folle de Clarence Williams III. Le mec se donne à fond dans le rôle du croque-mort, et ces scènes sont aussi fun à regarder que les segments en eux-mêmes. You get it when we get the shit. The shit. The shit. Bref, regardez Tales from the Hood, c'est trop bien.
Notre segment raconte l'histoire de Duke, un politicien controversé qui s'installe dans une maison où, auparavant, un ancien propriétaire aurait pendu ses esclaves au lieu de les libérer. Malgré ce sombre passé, notre protagoniste va séjourner dans le bâtiment, ce qui va évidemment attirer la haine des esprits des esclaves qui, pour l'attaquer, prennent la forme de poupées possédées. Déjà, ce qui rend ce segment fun avant même les trucs de poupées possédées, c'est la présence de Corbin Burnson dans le rôle du politicien crapuleux. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais sachez que c'est lui qui fait le rôle du dentiste psychopathe dans les films The Dentist. Perso, je trouve ça cool. Bref, le mec est un plaisir à voir dans ce rôle. Il est 100% à fond et ça rend le tout extrêmement fun. So you're not afraid of the ghosts? Well, the only spooks I'm afraid of are you spooky reporters. Mais la qualité centrale du court-métrage, c'est les poupées hantées eux-mêmes. Certes, elles ne sont pas très intimidantes, mais les effets spéciaux en stop-motion sont vraiment excellents. Certains peuvent dire qu'avec les standards d'aujourd'hui, elles ont l'air un peu ridicules et pas réalistes, mais je suis toujours impressionné par la qualité de l'animation dans un petit film d'horreur à 6 millions. Surtout que le stop-motion est quelque chose pour lequel je serai toujours client. Le tout augmente parfaitement en tension. Voir les poupées sortir graduellement du tableau, c'est assez creepy, et les effets sonores de bruits de pas qui courent me feront toujours un effet. La musique du GOAT Christopher Young fit aussi parfaitement avec l'ambiance, avec le tout qui est accompagné par des petites mélodies de violon bien stridentes. Ce qui fait que j'adore tant ce segment, c'est que l'histoire est excessivement simple et ne se complique jamais. Chaque seconde du court-métrage sont du pur divertissement de qualité. Certes, le personnage dit des choses abjectes, mais le reste de l'histoire est consacré à le regarder recevoir ce qu'il mérite. Le plaisir que je prends à regarder ce segment fait donc qu'il mérite sa place dans cette liste. Là, on rentre en territoire un peu plus connu. Creepshow 2, c'est une suite que j'aime autant que l'original. Même si Creepshow est un des rares cas où tous les segments sont bons, je dois admettre qu'aucun d'eux ne rentre dans ma liste de favoris personnels. C'est plutôt le style coloré, la musique et surtout le ton humoristique qui fait que j'adore autant le film. Et pour sa suite, même si le tout est réduit à 3 histoires au lieu de 5, je trouve qu'on y retrouve le même charme. Par exemple, les séquences en animation sont vraiment le fun à regarder, car le style de dessin exagéré et la musique synthétique mal mixée leur donnent un charme fou. Better look out, he's getting mad. Watch out, he might cry on you. He might tell his mom on you. Quant au segment, je dois avouer que je trouve le premier assez moyen. Malgré de très bons effets spéciaux, l'histoire est un peu trop classique et manque d'intérêt. Et le troisième, à part pour un aspect répétitif, je le trouve assez cool, grâce au jeu d'acteur et les touches d'humour. How you doing, lady? Thanks. Thanks for the ride. Mais celui que j'ai envie de vous partager, c'est le deuxième appelé The Raft. The Raft, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes souhaitant passer du beau temps dans un lac, mais qui à la place sont confrontés à une masse vivante dans l'eau qui engloutit toute personne à proximité. Pour survivre, le groupe se verra obligé de rester sur un radeau en plein milieu d'un lac qui, même si loin est une issue parfaite, semble être leur seul endroit de répit. N'ayant personne pour les aider, une créature à la motivation sans fin, les protagonistes n'auront pas le choix de vite trouver une solution, car les morts s'accumulent. Si le pitch a l'air trop bien, c'est normal puisqu'il est tiré d'une histoire courte de Stephen King, qu'il avait originalement écrite dans le magazine Gallery. Et laissez-moi vous dire que Creepshow 2 adapte parfaitement cette histoire à l'écran. C'est le genre de cas où il suffit juste de se mettre 2 secondes à la place des personnages pour comprendre le cauchemar. Un cauchemar qui est quand même bien terrifiant. Toutes les scènes où la créature arrive à attraper sa proie sont absolument horribles. Le film ne nous épargne aucunement le sort de ces personnages. On voit de A à Z leur terreur de se faire piéger jusqu'à ce que se désintègre petit à petit pour au final devenir de simples squelettes. On ressent l'impuissance des survivants sur le radeau et ça donne un visionnage assez marquant, avec des effets spéciaux bien dégoûtants, mais vraiment bien faits. Le court-métrage fait un excellent travail à investir le spectateur avec la simple question « Comment vont-ils s'en sortir ?» Les personnages n'ont nulle part où aller. S'ils sautent pour fuir, la masse les attrape. S'ils sont trop proches du bord, la créature les attrape. S'ils ne font que de se coucher, la créature les attrape. Et le pire, ils sont dans un endroit isolé où personne n'est au courant de leur location. La situation est désespérée, mais ça n'enlève rien au fait qu'on ne peut pas s'empêcher de garder nos yeux sur l'écran pour savoir la suite. Bon, malheureusement, les personnages en eux-mêmes sont assez détestables. Non seulement le jeu d'acteur est assez moyen, mais certaines de leurs actions sont juste répugnantes pour rien. Mais ce n'est pas grave, car pour compenser, on a une créature très simpliste, mais quand même assez terrifiante. À première vue, elle peut paraître comme une masse de coups sans grande intelligence, mais au fur et à mesure de ses actions, on réalise qu'elle est parfaitement consciente de ce qu'elle fait et qu'un de ses buts premiers est de terrifier ses proies avant de les consommer, ce qui comme résultat donne un segment de film d'horreur efficace et mémorable.
On continue la liste avec I, réalisé par le GOAT Toby Hooper dans le film Body Bags, anthologie qu'il a fait en collaboration avec un autre GOAT, John Carpenter. Body Bags, c'est définitivement un film que je conseille à tous. Je veux dire, il est trop peu mentionné pour un projet qui met en collaboration Toby Hooper et John Carpenter, mais c'est loin d'être une anthologie parfaite. Je n'aime pas vraiment le premier segment mis en scène par John Carpenter, car malgré des bons effets gore et un show de caméo très fun au début, l'histoire manque d'originalité et n'a pas l'air inspirée, se contentant d'être simple slasher comme il y en a mille autres. Mais pour le deuxième, j'avoue avoir passé un très bon moment, car l'aspect plus comique du pitch ridicule que ce segment propose m'a bien diverti. Et petit truc qui rend le tout fun, c'est le personnage du coroner joué par John Carpenter lui-même, qui se charge de connecter les histoires entre elles avec les nombreux corps de la morgue. More natural causes. I hate natural causes. Give me a big old stab wound to poke around in, then I'm happy. Mais ce qui pour moi rend le film bon, c'est le segment final mettant en scène Mark Hamill. I raconte l'histoire d'un joueur de baseball qui, après un accident, se voit obligé de remplacer son œil blessé par un nouveau afin qu'il puisse continuer sa carrière sans problème. Cependant, c'est après son opération que des choses étranges se produisent. En effet, le personnage de Brent commencera à avoir des hallucinations plus effrayantes les unes des autres, hallucinations qui, à un point, vont lui causer une descente à la folie. I, c'est premier degré, un court-métrage que je trouve assez effrayant. C'est de loin celui qui est le plus sérieux dans le film, et ça donne un très bon effet de surprise. Normalement, les histoires d'hallucinations, ça ne me fait pas vraiment peur, car au final, on sait que le tout est faux pour nos personnages. Mais ici, ça serait mentir de vous dire que je n'ai pas eu des frissons dans les scènes où Brent se fait réveiller la nuit par le corps d'une femme qui jaillit de son jardin. Je veux dire, c'est tellement inattendu et bien réalisé que ça a eu un petit effet sur moi. Et ça, c'est juste le début. Au fur et à mesure que ces hallucinations empirent, le personnage de Mark Hamill va sombrer dans un craquage mental. Et pour de vrai, Mark Hamill donne une performance exceptionnelle. Lui et sa femme deviennent rapidement assez attachants, ce qui fait que non seulement on se sent mal pour eux quand Brent devient fou, mais ça donne une bonne opportunité à Mark Hamill de jouer deux personnalités complètement différentes, et ça marche très bien. Can you please stop digging? I need to talk to you. Can't. I have to finish digging your grave. Le mec est sérieusement inquiétant dans le segment. Il arrive à jouer la folie de son personnage d'une façon où on a peur de lui quand il devient agressif. Et quand on nous révèle pourquoi l'opération a eu cet effet sur lui, c'est un plot twist certes un peu prévisible, mais bien pensé. Le segment a une atmosphère graduellement lourde et malaisante. On sait que les choses vont dégénérer à un moment, mais on ne sait pas quand. Tout ce qu'on sait, c'est que ce qui va arriver est inévitable et que c'est sûrement trop tard pour arranger les choses. Même avec une durée limitée à 30 minutes, le court-métrage réussit à raconter une histoire lente d'une manière efficace et épeurante. Et juste pour ça, je pense que c'est juste de l'inclure dans cette liste. Et à notre première place, nous avons le grand classique Nightmare at 20,000 Feet, une histoire très connue écrite en 1961 par Richard Matheson et qui fut pour la première fois adaptée à la télévision dans un épisode de la série Twilight Zone. Ayant comme acteur William Shatner, cet épisode est clairement un des plus cultes de la série entière, se faisant souvent référencer dans différents médias. There's someone on the wing. Something. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de cet épisode, car ce qui m'intéresse, c'est ce remake de 1983, inclus dans le film Twilight Zone The Movie. Le film Twilight Zone, c'est malheureusement un long-métrage qui à ce jour est encore très mal vu, et ça n'a rien à voir avec la qualité, mais plutôt à cause du tristement célèbre accident d'hélicoptère sur le tournage du premier segment, qui a coûté la vie à 2 enfants et l'acteur Vic Morrow. Cet accident, ça a eu pour effet de complètement ruiner la réputation du film, et ça, c'est normal. Je comprends totalement les personnes qui n'arrivent pas à séparer l'œuvre de l'incident, mais dans mon cas, Twilight Zone, c'est un film que j'aime bien. Comme tout le monde, j'aurais vraiment aimé qu'il coupe le premier segment, c'est assez moralement discutable de l'avoir inclus même après l'accident, mais le reste est quand même très bien. Le deuxième, mis en scène par Steven Spielberg, est vraiment sweet et a un très bon message, avec la musique de Jerry Goldsmith qui est juste magnifique. J'aime aussi beaucoup le troisième de Joe Dante, dont l'utilisation des couleurs et les effets pratiques de Rob Bottin sont excellents. Mais je pense que ce qui carry entièrement le long métrage, c'est le quatrième et dernier segment réalisé par George Miller. Nightmare at 20,000 Feet raconte l'histoire de John Valentine, un homme de nature anxieuse qui, pendant un vol, aperçoit une créature dévorant l'aile de l'avion afin de le faire cracher. Avec personne qui ne le croit et l'avion qui se détériore à chaque seconde, ce sera à lui de sauver les passagers de la catastrophe à venir. Ce segment est juste trop bien. Celui des années 60 était déjà très bien, mais je pense que le remake le fait encore mieux. Là où William Shatner offrait une performance plus calme et subtile, John Lithgow nous propose un jeu qui respire l'anxiété et la folie, avec son personnage qui est toujours sur le bord d'une crise de panique. Et ça, c'est un rôle qu'il interprète parfaitement. C'est fou à quel point il est précis dans sa performance. Certaines de ses expressions faciales sont incomparables, et le ton dans lequel il livre ses répliques est juste parfait. Listen, there's something wrong with this airplane. I don't care what happens to me, but if somebody doesn't do something about it, we're all gonna die.
That's D-I-E, die! Sans lui, le court-métrage ne fonctionnerait clairement pas. Au contraire de l'original, où on voyait tranquillement le mec ressombrer dans un craquage mental, la version de 83 nous montre dès le départ une personne au bout de sa vie, à cause de sa peur du vol. Et certains peuvent dire que ça gâche le suspense, mais moi je trouve que ça l'améliore. Avec son état, on sait que chaque incident a le potentiel de le faire craquer, donc on stresse à l'idée du bordel que le gars va foutre avec ses réactions. Et un bordel, ça, il y en a un. Quand le tout commence, ça devient très intense très rapidement. On est au bout de notre siège du début à la fin, et ça, on le doit à la réalisation de George Miller, qui ici est juste exemplaire. J'adore le style de mouvement de caméra rapide et tremblant, cela appuie l'ambiance chaotique, et les scènes où Valentine aperçoit la créature se promener sur l'aile sont extrêmement creepy. Le tout est fait d'une façon où nous-mêmes on a de la difficulté à discerner ce qui se passe, mais on en voit juste assez pour se faire une petite idée, et l'idée d'un monstre qui rampe sur l'aile est assez terrifiante. Et en parlant du monstre, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le design est incroyable. Dans les années 60, le monstre avait déjà l'air ridicule, alors ça fait du bien d'avoir une adaptation où la bestiole est legit intimidante et creepy. Mais ce n'est pas juste l'horreur qu'il y a à apprécier. Ce remake nous offre aussi des moments plus drôles avec les passagers, dont les acteurs rendent tous mémorables. C'est subtil, mais avec les personnages secondaires et le chaos absurde, le court-métrage a une attitude assez deuxième degré qui est plaisante à voir. There was somebody out there. You've got to believe me. I saw him green and slimy. Leave the poor man alone. Et finalement, ce qui pour moi est le dernier aspect qui fait de ce segment mon préféré, c'est la musique de Jerry Goldsmith. Au contraire des autres segments, Nightmare on 20,000 Feet aura le droit à des compositions remplies de violons stridents et d'orchestres agressifs. Et pour de vrai, ça calue complètement certaines scènes. Juste écoutez la différence musicale avec le segment d'avant, ça met le ton directement. Nightmare at 20,000 Feet, c'est un pur chef-d'œuvre et il est la raison principale de mon appréciation pour le film Twilight Zone. Voilà, la vidéo est terminée. C'était le fun, non? Ciao!